l'enregistrement, c'est peut-être mieux. Bon. On va faire avec le micro. Merci d'être là aujourd'hui. On a une heure, un peu moins, enfin environ une heure ensemble pour parler de la coopération décentralisée. Donc je suis Mélanie Sabot, chargée de mission pour l'association Cité Unie France, et je suis accompagnée de Monsieur Yann Delaunay, directeur général de France Volontaire, et Madame Isabelle Caliche, chargée d'études eau et assainissement pour l'agglomération d'Annemasse. Je vais commencer peut-être rapidement par introduire ce qu'est Cité Unie France. C'est une association de collectivités territoriales, merci, qui sont engagées dans l'action internationale. Aujourd'hui, on est un réseau d'environ 200 collectivités. Ça touche autant les régions, les départements, les communes, les métropoles, donc tous les échelons territoriaux. L'association, elle est présidée par le maire de Montpellier, Michael Delafosse. Et en fait, notre objectif principal, c'est d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur action internationale, peu importe la forme qu'elle va prendre. Donc que ce soit les partenariats de coopération, les jumelages, la participation à des réseaux de collectivités. Voilà un peu pour la présentation globale. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des représentants d'autres collectivités ici, ou si l'action internationale des collectivités vous parle en tout cas. C'est à savoir que c'est une politique publique volontariste et internationale qui est menée donc par des acteurs locaux, fondée sur l'idée que les territoires, ils ont un rôle spécifique à jouer dans l'action internationale de par leurs compétences spécifiques, leur connaissance du terrain et leur proximité avec les citoyens qui habitent sur leur territoire. Aujourd'hui, la coopération française, donc je parle de toutes les collectivités du territoire français, ça représente un réseau d'environ 4700 collectivités qui font de l'action internationale dans plus de 138 pays. Donc nous, notre association, elle ne regroupe pas l'ensemble des collectivités impliquées à l'international, mais ça en donne une bonne représentation en termes de pays où elles sont impliquées et de taille de collectivités. La coopération décentralisée française, c'est le premier réseau de coopération internationale des collectivités. Et à savoir, autre point sur la coopération internationale, c'est que on a l'impression que c'est une politique publique qui coûte cher en termes d'investissement, mais en réalité, c'est une politique qui est relativement peu coûteuse, entre guillemets, pour les contribuables, parce que les budgets des coopérations décentralisées, ça représente entre 0,2 et 0,5% du budget des collectivités, notamment parce que les collectivités sont appuyées par des dispositifs de cofinancement, que ce soit l'AFD, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Union européenne ou d'autres agences, par exemple typiquement France Volontaire. Donc voilà, c'est un relatif peu investissement pour les collectivités. Plus globalement, chaque collectivité va avoir des raisons différentes de s'engager dans l'action internationale. Ça peut tout à fait être pour des raisons historiques, de lien entre un territoire et un autre territoire, par volonté de s'engager dans un processus de solidarité internationale et de développement qui s'inscrit dans la politique d'aide au développement de la France, par volonté d'animer son territoire localement et notamment en s'appuyant sur ses diasporas et ses populations présentes sur son territoire, et également par la volonté de certains élus ou agents des territoires de promouvoir des valeurs telles que la paix, les droits humains et toute autre valeur universelle. Néanmoins, malgré du coup la différence de type d'engagement à l'international, comme j'expliquais, il y a plusieurs types d'engagement, que ce soit les jumelages, les coopérations décentralisées. On remarque que toute cette action internationale représente des atouts et des forces qui sont communes à l'ensemble des coopérations. Tout d'abord, les collectivités,
elles savent travailler, elles ont un savoir-faire en termes de travail en synergie et dans une logique multi-acteurs. C'est-à-dire que les collectivités, elles se reposent tout le temps sur les acteurs de leur territoire pour pouvoir agir à l'international. Elles connaissent parfaitement les besoins et les ressources de leur territoire et elles ne travaillent jamais seules. La coopération, elle repose sur l'idée que la coopération entre acteurs locaux qui partagent des expériences et des compétences permet de mobiliser différentes parties prenantes autour d'objectifs communs. Ensuite, la réciprocité et les échanges de connaissances. Les collectivités françaises, elles collaborent avec des autorités locales d'un autre pays, et même si elles évoluent dans des contextes ou des situations qui sont complètement différentes, on va quand même retrouver énormément de points communs dans les fonctionnements de collectivités et les compétences que chacune et chacun ont, qui vont permettre vraiment un véritable échange de savoir-faire et de compétences. Un autre point fort de la coopération décentralisée, c'est vraiment la durabilité et la pérennité des échanges. Souvent, ces coopérations, elles s'inscrivent dans le temps long et elles résistent, disons, aux aléas politiques et aux alternances politiques qu'il peut y avoir dans des collectivités. Parce qu'en fait, les relations qui sont nouées, c'est pas des relations purement techniques. Il y a aussi en général des relations humaines qui sont nouées entre des agents territoriaux, mais aussi des élus. Donc c'est vraiment des relations interpersonnelles qui permettent de faire perdurer dans le temps long ces coopérations. Et finalement, le dernier point qui fait la force des coopérations décentralisées, c'est que c'est une action internationale, mais qui permet vraiment d'avoir des retombées sur le plan local. C'est-à-dire que une collectivité qui s'engage à l'international, ça va autant lui permettre d'avoir un engagement dans un autre territoire, mais aussi de nourrir les réflexions sur sa propre politique publique à l'échelle locale. Ça permet aussi de dynamiser son territoire en impliquant tous les acteurs présents à l'échelle de son territoire, que ce soit les entreprises, les associations, les établissements scolaires par exemple, les associations de jeunes, les diasporas. Enfin, je ne vais pas toutes les énumérer, mais ça permet vraiment d'animer tout le réseau et le tissu associatif de son territoire. Et finalement, ça permet aussi de favoriser la cohésion sociale et le rayonnement de son territoire à l'échelle internationale. Et le rôle de Cité Unie France là-dedans, c'est en fait finalement de faciliter le travail et les dynamiques collectives. En fait, notamment via ce qu'on appelle des groupes pays, donc qui sont représentés sur la carte derrière moi, ou des dynamiques thématiques. Donc là, on ne va pas très bien voir, mais les dynamiques thématiques, on a le climat, le genre, le développement économique, crise et réhabilitation, et j'oublie la 5e, et jeunesse. Voilà. Et via les groupes pays, en fait, on va essayer de regrouper toutes les collectivités qui travaillent soit sur une même zone géographique ou une même dynamique thématique afin de faire émerger des synergies et à inciter la collaboration et le travail collectif. On va veiller à ce que les collectivités ne travaillent pas de manière isolée, mais elles partagent plutôt leur expérience et puissent aussi être en capacité de mettre en commun leurs ressources, leurs connaissances, de par leur expérience ou de par tout ce qu'elles ont à disposition déjà de leur côté. On est aussi porteur d'opportunités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir diffuser et identifier des dispositifs de financement, des dispositifs d'accompagnement, des opportunités de partenariat, parce que parfois on a des collectivités étrangères qui sont en recherche de partenaires français, qui font appel à nous pour trouver une collectivité française partenaire. Et voilà, en fait, on va orienter du coup toutes les collectivités françaises dans leur recherche et dans le développement de leurs projets. Et finalement, notre dernière grande mission, c'est de plaider et pour défendre cette coopération internationale et cette action internationale des collectivités auprès des institutions françaises, européennes,
notamment dans un contexte de forte baisse budgétaire et de périodes où quand même l'aide publique au développement est fortement impactée par les baisses budgétaires. Donc voilà, nous on essaye de défendre ce rôle des collectivités territoriales dans la diplomatie française et dans la coopération internationale. Voilà un peu globalement une présentation rapide de ce qu'est l'action internationale des collectivités françaises et le rôle de Cité Unie France. Je sais que le sujet de cette table ronde, c'était aussi la présentation de quelques dispositifs de financement. On a malheureusement avec nous aujourd'hui, l'AFD et le ministère des Affaires étrangères ne sont pas présents, mais je peux rapidement vous parler de 2 dispositifs sur lesquels que les collectivités peuvent utiliser pour financer leurs projets. Tout d'abord, il y a la facilité de financement des collectivités territoriales, la FICOL de l'AFD, donc qui est un dispositif de cofinancement spécifique pour les collectivités territoriales, pour leurs projets internationaux. Donc, ce dispositif, il est accessible pour toutes les collectivités, quel que soit leur échelon, qui sont engagées dans des partenariats avec une autre autorité locale étrangère. Donc c'est vraiment un partenariat de collectivité à collectivité dans des pays où l'AFD est mandatée pour intervenir. Donc c'est des dispositifs de cofinancement assez élevés, qui sont en général entre 200 000 € et 1,5 million à peu près. Donc c'est quand même des projets assez importants et un cofinancement qui peut monter jusqu'à 70% du budget du projet selon les pays d'intervention. Donc voilà pour l'AFD. Et également, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui cofinance et soutient les projets des collectivités via sa délégation pour les collectivités territoriales et la société civile, la DCT-CIV. Donc, il publie tous les ans des appels à projets thématiques ou géographiques sur lesquels les collectivités peuvent répondre selon leur projet. Et ces appels à projets financent de 30 à 70% les projets des collectivités. Et un dernier dispositif que là on a en interne au niveau de Cité Unie France, c'est pas un dispositif de financement, mais c'est un dispositif d'accompagnement des projets des collectivités. Donc ça s'appelle le DECOL, dispositif d'appui à l'action internationale des collectivités territoriales, qu'on mène en partenariat avec l'AFD et la Caisse des dépôts. Et là, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des collectivités qui veulent soit mener une réflexion sur leur stratégie internationale, soit sur la construction d'un projet, le dépôt d'un dossier de subvention auprès d'un bailleur, leur mettre à disposition une expertise externe pour les appuyer sur l'identification de partenaires, de bailleurs, voilà, ou de réflexion sur toute la stratégie internationale. Voilà, sur ce dernier point. Voilà, c'est bon pour moi. Je vais passer la parole à Yann Delaunay, directeur général de... C'est toi ? Ah, d'accord. Et alors à Isabelle pour Annemasse Agglomération. Bonjour, donc moi je vais vous présenter un des projets dans lequel s'est engagé Annemasse Agglo. Ça va permettre un peu d'illustrer concrètement les propos de Mélanie. Donc je vais essayer de synthétiser déjà le projet. Le projet auquel on participe. Donc, il concerne l'hôpital d'Akonolinga, une ville du Cameroun. On est engagé sur ce projet depuis 2021. Et c'est pour vous montrer qu'un projet relativement simple, une problématique simple à résoudre au départ, nous a amené à construire un projet complexe et multi-acteurs au final. Donc la problématique de base, c'était de favoriser la qualité des soins pour ramener l'attractivité
de l'hôpital vis-à-vis des patients qui, en fait, de par les maladies nosocomiales et d'autres soucis qui sont présents au niveau de l'hôpital, font qu'il est déserté. Donc, sur une capacité de 100 lits, il y en a à peu près plus que 10 qui sont occupés quotidiennement. Et ce problème-là vient pour partie donc, de l'approvisionnement en eau potable qui est défaillant. Donc, on se dit, problématique simple, on va se débrouiller pour amener l'eau potable de manière pérenne dans les différents services de l'hôpital. Mais bon, qui dit eau potable dit assainissement, collecte des eaux qui ont été souillées. L'assainissement, ça induit dans une contrée comme le Cameroun, qui n'a pas forcément accès à toutes les technologies et ni les financements qu'on peut connaître dans nos contrées à nous. Donc on a dû réfléchir à une possibilité de traitement qui soit aussi adaptée au contexte local. Et tout ça nous va forcément demander, pour pouvoir essayer de garantir une pérennité dans l'avenir, de monter un service maintenance. Et qui dit maintenance, dit évidemment des pièces à disposition pour réparer ce qui est à réparer, donc un coût. Donc voilà, ça nous fait déjà un bon volant du projet. Et pour revenir sur la partie installation de traitement des eaux usées, ce projet-là est vraiment intimement lié au réseau d'eau et au réseau de collecte des eaux usées. Et limite un projet à part entière, puisqu'en fait, il en est découlé qu'il allait falloir trouver quels seraient les végétaux les plus appropriés et les plus efficaces et qui pourraient se trouver localement. Donc là, ça nous a aussi amené à une autre réflexion en se disant, une fois la sortie de ces eaux traitées par le filtre planté de végétaux, est-ce qu'il y aurait aussi possibilité de réutiliser ces eaux, histoire d'aller jusqu'au bout du processus? Ce qui nous a amené également à rejoindre une problématique qui concerne les accompagnants des patients, parce que comme dans beaucoup de pays d'Afrique, les patients ne peuvent pas venir seuls à l'hôpital. Il faut qu'ils aient des accompagnants pour pouvoir les nourrir et apporter aussi une partie des soins au quotidien. Donc, pendant qu'ils sont là, ils ne peuvent pas non plus vaquer, eux, à leurs occupations ou avoir leur source de revenus. Donc, l'idée était de partager un jardin communautaire qui serait alimenté par les eaux usées traitées en sortie des filtres plantés de végétaux et qui donc permettrait d'avoir une ressource maraîchère pour les accompagnants. Et dernière problématique qui vient, comme ça le projet grossit encore, qui vient de se greffer, une réflexion sur des végétaux qui pourraient être utilisés également dans les soins. Donc, par exemple, sur l'éponge et l'aloe vera, où on a déjà testé la faisabilité dans le sens où c'est déjà des plantes qui sont utilisées aujourd'hui pour les soins. Donc, l'acceptabilité semble bonne. Donc, tout ça, évidemment, m'amène à la phase suivante, qui est donc, comme on en parlait, un projet finalement bien plus complexe que juste une adduction d'eau, et qui nous amène à un complexe de compétences à réunir au sein d'un même projet, et donc un réseau multi-acteurs. Donc il y avait initialement ce qui semble trivial, les porteurs de projets, donc Annemasse Agglo et la ville et l'hôpital d'Akonolinga. Se sont joints à nous la ville et le canton de Genève. Et dans un second temps, donc le maître d'ouvrage, qui est la ville d'Akonolinga et l'hôpital en association, pour mettre tout ce projet en musique, coordonner tous les acteurs et monter l'architecture du projet. On est accompagné par l'association Corail. Et donc après la partie expertise technique, qui dit vaste projet, donc là on a une expertise médicale vu que le projet est intimement lié à l'hôpital, aux maladies qui ont, on va dire, initié le projet.
Donc là, c'est Monsieur Éric Comte de l'association ASCRE en Suisse, qui est associé avec l'association, son pendant camerounais, l'association CIRES à Konolinga. Et également sur la partie hydraulique. Donc on est accompagné par l'association, par l'entreprise Hydratec. Et dans la deuxième phase du projet, on a pris connaissance qu'il y avait également une association suisse qui était sur le site, électricité, une association d'électricité solaire genevoise, je crois, et qui rencontre également depuis son installation des problèmes au niveau de la maintenance. Donc on s'est dit qu'on pouvait avoir des problématiques communes. Donc l'idée, c'était de mettre ensemble nos efforts et de joindre nos actions pour notamment participer à la construction d'une équipe de maintenance pluridisciplinaire. Et comme le dernier volet dont je vous parlais au niveau du jardin communautaire et du filtre planté de végétaux, ça fait appel à des compétences agronomiques. Et on a également essayé de développer une synergie avec les partenaires locaux qui pouvaient être présents sur le site. Et donc l'université de Bouéa, qui est située à Konolinga, et qui a aussi un partenariat avec l'université de Corté en Corse, avec qui on va travailler ensemble sur la partie filtre planté de végétaux. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'effectivement, d'une question simple, finalement, on a débouché sur un projet relativement complexe et qui fait appel à une multitude d'acteurs. Donc une multitude d'acteurs dit aussi, vu l'étendue du projet, un coût relativement important et qui prend aussi de l'importance au fur et à mesure de l'avancement dans les étapes. Donc Annemasse Aglo qui s'était investi dans ce projet-là, on est bébé dans cette thématique, c'est notre deuxième projet. Donc on a d'ores et déjà fait appel à nos partenaires bien connus dans notre monde de l'eau et de l'assainissement, donc qui est le partenaire principal, c'est l'Agence de l'eau, qui finance ce projet et les projets de cette même thématique à hauteur de jusqu'à 50%, et qui ce subventionnement est permis par le fait que la réglementation nous aide déjà, nous a offert l'opportunité, nous, Annemasse Aglo, de déjà partir dans ce projet via la loi Oudin. Donc on n'en a pas parlé par Mélanie, mais voilà, c'est une des possibilités qui permet aux collectivités de s'engager dans cette thématique et après d'être aidées par l'Agence de l'eau. Et on a également la ville de Genève qui nous a rejoints en cours de route en phase 2 et là en phase 3 et qui nous aide sur le plan technique et également, pas seulement financièrement, de même que le canton de Genève qui a soulevé des problématiques et comme par exemple la sensibilisation aux maladies hydriques dans les écoles. Donc c'est une dimension qu'on rajoute à notre projet. Et donc tout ça pour dire que voilà, on est balbutiant, on connaît pas encore bien tous les réseaux on va dire de financement et de partenariat. Donc on se rôde avec Konolinga et on va continuer sur les phases suivantes qui vont être des grosses phases de travaux. Voilà. Voilà. Ben, j'en ai fini pour ma partie, pour le témoignage de l'aglo sur cette particularité de la COP décentralisée. Je passe la parole à Yann. Merci beaucoup. Donc effectivement, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Après la présentation par Cités Unies France des grands enjeux de la coopération décentralisée et une incarnation par une bébé aglo, très heureux de passer à une présentation de l'action de France Volontaire. Dans la salle, qui connaît France Volontaire par curiosité ? C'est pas mal.
Donc il va falloir aller vite sur les présentations générales, mais pour celles et ceux qui connaissent moins, ou pour vous rappeler un peu le cadre de l'action de France Volontaire. France Volontaire, c'est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. On est un groupement d'intérêt public depuis 2023, c'est un statut de droit public, et la particularité de France Volontaire, c'est de rassembler au sein de ce groupement 3 grandes familles qui engagent le volontariat dans leurs actions internationales. L'État, c'est une politique publique, le volontariat, soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, par le ministère de la Jeunesse, mais aussi par le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Outre-mer, l'Agence française de développement, l'Agence du service civique. Et donc au sein de France Volontaire, il y a des représentants de ces différents ministères ou agences publiques. Le volontariat international, c'est aussi un dispositif qui est porté par les collectivités territoriales, particulièrement dans leur coopération décentralisée, leur politique jeunesse. Donc au sein de France Volontaire, vous avez des associations représentatives de collectivités, donc Région de France, Département France, une excellente association Cités Unies France, mais aussi des régions, des départements, des communes, des réseaux. Je ne vois pas Risacop, mais le réseau qui réunit les réseaux régionaux multi-acteurs, le réseau qui réunit les missions locales pour aussi aller travailler sur des publics différents. Et donc vous voyez des structures qui sont aussi implantées, et des collectivités qui sont implantées dans différents espaces géographiques. Et le troisième collège, le troisième groupement d'acteurs au sein de France Volontaire, c'est le monde associatif. Parce que bien sûr, les ONG mobilisent beaucoup de volontariat dans leur action à l'international. Et donc au sein de France Volontaire, on a la chance d'avoir une quarantaine d'associations, d'ONG, qui mobilisent le volontariat selon des modalités différentes, parfois dans des mouvements d'éducation populaire, parfois dans des structures d'ordre confessionnel, parfois en se spécialisant sur des enjeux de solidarité internationale. Et donc vous voyez à l'écran afficher une grande variété d'acteurs, certains que vous connaissez parce que ce sont des acteurs qui ont une action un peu de notoriété, hein. Enfin, je ne vais pas les citer, vous repérez ce que vous connaissez, et certains qui sont plus spécialisés dans un dispositif particulier, les retraités, les plus jeunes, et donc je salue la DCC qui est au fond à Gustavo. Donc la mission de France Volontaire, c'est en fait de réunir toutes ces familles qui mobilisent le volontariat international pour le déployer dans un cadre de qualité. La création de France Volontaire vient beaucoup de dérives qui ont pu intervenir au cours de l'histoire du volontariat, où on s'est retrouvé avec des structures qui, sous couvert d'humanitaire, de bonne cause, d'actions concrètes sur le terrain, mettaient en place des projets qui dérivaient, et donc notamment avec l'affaire de l'Arche de Zoé, que vous avez peut-être connu, avec en mobilisant des jeunes qui souhaitaient s'engager, il y avait des détournements et des enlèvements d'enfants. Donc l'État français a demandé à France Volontaire de rassembler tous les acteurs pour développer le volontariat dans un cadre de qualité. On est profondément convaincu que le volontariat est un moyen concret, utile, partenarial, réciproque de s'engager, mais qu'il faut réunir un certain nombre de conditions pour que ça se passe vraiment de manière efficace et utile pour la structure qui envoie, la structure qui accueille et le volontaire lui-même. On est aussi persuadé que le volontariat, c'est un outil très utile pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable et l'agenda 2030. C'est les Nations Unies qui le disent, hein, qui reconnaissent le volontariat comme un des outils de la mise en œuvre de cet agenda. En 2026, l'année prochaine, est d'ailleurs reconnue par les Nations Unies comme l'année internationale du volontariat pour le développement durable, preuve de la mise en avant par le système onusien du volontariat pour la mise en œuvre de ces principes. On est aussi très engagé dans la question de l'accessibilité. Le volontariat international doit pouvoir être accessible à toutes les personnes, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs compétences, quel que soit leur temps disponible, quelle que soit leur conviction. Et donc, on doit travailler pour que tout au long de la vie, les personnes qui le souhaitent puissent trouver une mission de qualité qui corresponde à leur profil particulier. Et ça, c'est une mission qui est importante pour France Volontaire. On est aussi extrêmement attaché à un principe de réciprocité, c'est-à-dire il reste tout à fait pertinent de permettre à des jeunes Français européens d'aller s'engager à l'international sur des projets de coopération, mais il y a évidemment beaucoup de compétences, d'engagement, de motivation dans les pays avec lesquels on travaille. Et permettre qu'il y ait à la fois des Français ou des Européens qui partent et d'accueillir sur le territoire français des volontaires des pays avec lesquels on travaille, c'est une source vraiment très riche pour la qualité, pour la reconnaissance, pour la mise en œuvre de projets à moyen long terme. Et vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'échanger avec des volontaires en réciprocité, puisque Gustavo
incarne cette dimension de la réciprocité, mais il y en a beaucoup. L'année dernière, en 2024, il y a 500 volontaires qui sont venus des pays dans lesquels on travaille pour faire des missions en France. On est aussi convaincu que le volontariat, c'est un parcours d'engagement, le volontariat international d'échange et de solidarité, qui permet, durant la vie, de partir à l'international et de réinvestir au plus près de soi, de faire des pauses, de réenclencher sur un autre dispositif. Et donc, cette valeur de l'engagement citoyen, c'est quelque chose d'important pour notre société. On est implanté, nous, en région parisienne, à Ivry-sur-Seine, mais on a aussi des antennes qui sont implantées sur tout le territoire, donc avec des acteurs qui peuvent vous rencontrer ici en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en Bretagne, en Ouest, Nord. Dans les territoires ultramarins, on a une représentation, une antenne qui est implantée à La Réunion depuis plus de 20 ans, en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans, et depuis 2024 aux Antilles, en Guadeloupe. Compétente. Et donc on a aussi un réseau qui est implanté, comme vous le voyez, très, très essentiellement en Afrique, la plupart de nos implantations, mais aussi on se développe de plus en plus à l'international, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et jusqu'en Océanie. Vous voyez qu'on a des actions qui sont portées, notamment par notre antenne en Nouvelle-Calédonie, vis-à-vis de Vanuatu, de Fidji, dans ces questions d'engagement, de coopération régionale. L'objectif pour nous, évidemment, c'est d'avoir un lien très fort entre les acteurs qui sont en France et les acteurs qui sont dans les pays où sont déployés les volontaires, et que donc nos équipes, au Cameroun par exemple, si vous le souhaitez, aient la capacité d'accompagner une structure d'ANMAS qui souhaiterait envoyer ou accueillir des volontaires et de pouvoir travailler avec la commune en question, de pouvoir présenter les dispositifs, de pouvoir expliquer les modalités de financement et de développement dans un cadre de qualité, puisqu'encore une fois, c'est très important pour nous. Un des objectifs pour nous aussi, c'est de mieux faire connaître. On a la conscience que le volontariat international d'échange et de solidarité, ce n'est pas encore un dispositif très connu et reconnu. Donc il y a un travail très important qui est mené par les équipes de France Volontaire pour la notoriété, pour la connaissance, pour des témoignages. Et donc pour celles et ceux qui n'y sont pas, je vous invite à aller sur notre Instagram, sur nos différents réseaux, pour avoir des témoignages, des illustrations de ce qu'est le volontariat et de comment ça se traduit au quotidien dans les projets. Le volontariat international d'échange et de solidarité, VIES, c'est aussi un dispositif qui est très soutenu par l'État français, je le disais. Donc, dès la création du service civique et sur proposition de France Volontaire, la question de l'engagement en service civique à l'international a été introduite dans la loi. Donc, la réciprocité dès la création du service civique. La loi de 2021 a aussi reconnu le volontariat comme un des instruments de l'aide publique au développement de la France, donc pleinement reconnu, et France Volontaire comme un des acteurs, comme Expertise France, comme l'AFD, comme les autres organismes d'aide publique au développement, tant que ça s'appelle comme ça. En 2023, le président de la République a fixé un objectif de développement, de renforcement du nombre d'opportunités de volontariat, notamment de volontariat de solidarité internationale, parce que le volontariat, c'est un outil qui permet d'engager la solidarité, de mettre en action des personnes qui souhaitent s'engager, notamment par rapport aux objectifs de développement durable, et qui permet aussi une incarnation de ces objectifs. Vous voyez que le ministre Barrot, quand il se déplace en France, a souvent l'occasion de rencontrer des volontaires. Donc là, en l'occurrence, il était en Normandie, il a pu échanger avec une volontaire française qui était allée au Maroc et un volontaire du Burkina Faso qui était en mission en Normandie. Le programme Territoire volontaire, pour les collectivités qui pourraient être intéressées, puisque c'était aussi un objectif de présenter ce programme, c'est un programme qui est né de la réunion du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ministère de la Jeunesse, l'Agence du service civique, mais aussi avec les associations représentatives des collectivités, Région de France, Département de France et Cités Unies France. L'objectif, c'est de permettre à des collectivités qui ne connaissent peu ou pas le volontariat international, qui voudraient le mobiliser dans le cadre de leur coopération décentralisée, d'être accompagnés dans ce cadre-là. Il y a deux obstacles principaux pour les collectivités tels que nous les avons identifiés dans ce collectif. C'est premièrement des questions financières. Comment je mobilise des moyens dans des budgets qui sont de plus en plus contraints. Donc ce programme vient avec un accompagnement financier.
La deuxième difficulté, c'est que le volontariat, malgré tout, c'est peu connu, pas connu, et ça peut faire peur à des équipes au sein d'une collectivité qui se disent comment je vais faire pour m'approprier ce dispositif, comment je vais en décrypter tous les tenants et les aboutissants, et comment je vais faire pour le mettre en œuvre. Et donc le principe de territoire volontaire, c'est de diminuer le reste à charge pour la collectivité et de proposer un accompagnement clé en main pour la mise en place du dispositif de volontariat adapté aux besoins de la collectivité. On a déjà fait 4 appels à manifestation d'intérêt qui se déroulent une fois par an. Et vous voyez un nombre assez significatif de collectivités qui sont emparées du dispositif, plus de 120 collectivités, déjà 351 missions qui ont été déployées sous différents dispositifs, mais je vais vous en parler davantage. Les partenaires sont implantés dans la France entière. On a à la fois des partenaires qui sont dans les territoires ultramarins, à peu près 30% des missions ont été portées par des collectivités ultramarines, mais aussi sur l'ensemble du territoire français. Comme toujours, le volontariat, le premier champ d'engagement, c'est les questions d'éducation. Traditionnellement, ça a toujours été un champ d'engagement des volontaires à l'envoi comme à l'accueil. Mais il y a aussi beaucoup de collectivités qui mobilisent les volontaires pour animer leur coopération décentralisée, faire vivre les échanges entre collectivités, faire connaître les actions des collectivités. Il y a beaucoup de collectivités qui souhaitent aussi travailler sur les enjeux de culture, de valorisation de leur patrimoine, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Mais vous voyez, il y a 17 champs d'engagement qui ont été retenus par les collectivités. On ne les a pas mis les 17. Mais ça veut dire que vous avez aussi une possibilité d'adapter le champ d'engagement des volontaires aux priorités de la collectivité à partir du moment où ce sont des questions d'intérêt général. Sur les 350 missions qui ont été déployées, vous voyez qu'il y a un champ aussi assez large de pays. Il n'y a pas les 34 pays sur le diagramme, mais il y a des pays dans toutes les zones géographiques. Vous voyez que dans les premiers pays de déploiement, vous avez Madagascar, le Bénin, le Maroc, le Togo et Vanuatu, donc sur des géographies qui sont évidemment très différentes. Et vous avez des volontaires qui sont venus dans tous les territoires français, donc 111 dans la France hexagonale, mais Auvergne-Rhône-Alpes, mais la Bretagne, mais la Nouvelle-Aquitaine, etc. Et des volontaires qui ont été accueillis dans les collectivités d'outre-mer. Donc vous voyez un grand engagement, par exemple, de la Guyane, qui accueille énormément de volontaires qui viennent notamment du Bénin. Ce programme, c'est aussi très important pour nous de valoriser, je vous le disais, les acteurs qui s'engagent à travers des paroles d'acteurs. Donc là, vous avez une illustration avec le conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et une volontaire qui était déployée sur le terrain à Madagascar. Le travail avec Région de France et l'ensemble de nos acteurs pour aussi faire mieux connaître et reconnaître l'action des volontaires. Vous avez ici, je ne sais pas si vous êtes tous et toutes du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, je repère des gens qui ne le sont pas, mais vous avez des interlocuteurs que j'avais mentionnés qui sont positionnés dans la France entière. Si vous êtes intéressés pour développer, renforcer les actions, vous avez la possibilité de les contacter, et ainsi que toutes les équipes d'ailleurs de France Volontaire, pour qu'on voit ensemble comment déployer, si vous le souhaitez, une action de votre collectivité vers l'international. L'objectif pour nous, c'est qu'une collectivité, même si elle ne connaît pas le volontariat, elle puisse trouver, grâce à ce moyen-là, une incarnation, un moyen de mettre en œuvre et de faire vivre différemment sa coopération décentralisée, aussi d'offrir des opportunités aux citoyens de son territoire qui souhaiteraient s'engager à l'international ou recevoir sur son territoire des volontaires qui viennent des pays de la zone de coopération. Merci Yann, merci Isabelle. Je pense que ça vous a donné un peu un panorama de ce que pouvait être la coopération décentralisée, les dispositifs pour soutenir la coopération et un exemple plus concret de projet. Est-ce que vous avez des questions ? On a 25 minutes pour une session d'échange, de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous adresser directement vos questions. On est à votre écoute. Bonjour, j'aurais une question pour Anne Massaglo. Donc votre projet sur l'hôpital au Cameroun, ça a réuni énormément d'acteurs. J'aurais voulu savoir combien de temps ça vous a pris de... Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes à la phase où vous allez commencer des travaux. Tout Donc, à combien fait. de temps ça a pris de faire tout ce diagnostic et ce plan d'action, justement, avant de commencer concrètement les activités ?
Et alors, donc on a commencé, on a été sollicité en 2021, où on nous a présenté on va dire, la problématique simple dont je parlais tout à l'heure. Et on a lancé dans la foulée une étude de faisabilité qui a duré une bonne année. Après, avec tous les temps administratifs, c'est vrai qu'on avance vite dans les plannings. Ce qui nous a permis là de dessiner un peu les contraintes terrain et les possibilités locales et la faisabilité complète. Donc, ce qui nous a permis dans une phase 2 de faire déjà toutes les études d'avant-projet sommaire et avant-projet détaillé qu'on est en train de finir là maintenant dans la 3e phase, et pour aller sur des travaux qu'on a pour l'instant estimés au moins sur 2 à 3 ans. Après, tout dépend, comme je disais, que c'est une problématique assez complexe et qu'on intègre à chaque fois des données et on se dit, bon, ben voilà, on fait grossir le projet. Alors pour l'instant, en plus, on n'est que sur l'hôpital d'Akonolinga et il y a de toute façon une répétabilité qui pourrait faire qu'on sorte de ce périmètre-là. Donc, c'est en réflexion. Pour l'instant, rien n'est totalement figé. On a démarré, on continue d'avancer et le projet continue à se façonner au fur et à mesure. Même si, effectivement, des travaux concrets déjà circonscrits vont avoir lieu sur la partie réseau de distribution eau potable, réseau de collecte eau usée et filtre planté de roseaux. Mais on a vu toutes ces autres petites problématiques qui peuvent donner une autre dimension au projet qui s'ajoutent. Et vous me demandiez aussi la partie temps et comment on a pu réunir tous ces acteurs. Et ils sont aussi venus naturellement. Par exemple, c'est en étudiant, en se rendant sur place à nombreuses reprises que Corail a finalement fait la connaissance de Électricité sans frontières en Suisse, qui travaillait déjà là-bas sur le site. Alors après, pas de manière permanente, mais voilà, on s'est demandé la possibilité d'associer nos forces. Et pareil avec le partenariat qu'on a développé avec l'université de Boea. En fait, c'est une problématique secondaire qui nous a en fait fait connaître des potentiels acteurs avec qui on pouvait s'associer pour avancer dans le projet. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Une autre question. Oui, bonjour, Émilie Durand de l'association Humatem. Je poursuis du coup sur la question qui vient d'être posée. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était l'aspect maintenance. Donc nous, en fait, on est spécialisé dans la maintenance du matériel médical. Donc je me demandais si c'était une problématique que vous aviez, quand vous avez tiré la pelote, est-ce que vous êtes allé jusque-là? Parce que c'est des compétences très spécifiques. La maintenance du matériel médical, c'est pas les mêmes que la maintenance de la plomberie, l'électricité, etc. Donc est-ce que vous êtes allé jusque-là et sinon, on est en Haute-Savoie, donc on peut peut-être s'associer aussi. Oui. Oui, effectivement, on a eu connaissance de ces problématiques. Vraiment, comme vous dites, c'est très spécifique, notamment sur le département, je crois, de néonatologie, où en fait, il y a des équipements vraiment très complexes. Et la maintenance, alors il y avait c'était, je crois, une partie sur l'alimentation des couveuses. Alors là, c'est la partie alimentation électrique, mais il y avait aussi sur le dispositif d'oxygène, le réseau d'oxygène. Et effectivement, la maintenance est un des points critiques aujourd'hui. Le service est pas récent, mais a été réhabilité, donc des nouveaux équipements, etc. Et la même problématique, par contre, de maintenance, même si ce n'est pas la même technicité, c'est la même problématique qu'en eau et en assainissement. Et donc, on vient d'en avoir connaissance, en même temps que la partie électricité solaire. Donc, on est en train de voir de quelle manière on va pouvoir, dans cette équipe maintenance, essayer d'associer tous les différents acteurs, les différentes compétences et essayer de monter une équipe pluridisciplinaire, mais
relativement simple, quoi. Parce qu'on essaye de rester sur la maintenance de premier niveau et de la maintenance simple, accessible, et aussi pour pas partir dans des coûts énormes et pouvoir faciliter cet aspect de routine qui après passe dans les habitudes et nous permet de garantir la pérennité, quoi. Mais oui, je suis intéressée par votre contact. Bonjour, Étienne Lesat, ville de Genève, partenaire du projet à Konolinga, très beau projet. Mais ma question s'adresse à Cités Unies de France. Moi, je voulais savoir, en fait, vous couvrez le territoire entier de la France métropolitaine. J'imagine que vous avez des collectivités publiques très petites, d'autres plus grandes aussi. Je voulais savoir dans les modèles de financement, s'il y en avait certaines qui étaient beaucoup plus autonomes que d'autres, en fait, ou bien si systématiquement vous allez chercher des cofinancements auprès de l'Europe, auprès du ministère des Affaires étrangères aussi, il y a des modèles, je pense plutôt à des grandes villes en fait, qui seraient qui pourraient s'autofinancer ou qui financeraient une grande partie des projets tout en faisant appel à vous. Alors, j'ai pas la vision globale des modèles de financement de toutes les villes, mais globalement, ça dépend aussi des projets. Sur des gros projets type investissement sur de l'infrastructure qui demandent des gros financements, en général, les villes vont chercher des cofinancements sur d'autres bailleurs. C'est surtout quand même sur des cofinancements du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou l'AFD. Sur des autofinancements, j'imagine que ça se fait, mais je saurais pas exactement sur quelle modalité, mais je pense vraiment que ça dépend des types de projets et des financements attendus en fait des projets, en tout cas. D'accord, merci. Et en complément de ma question, des financements du privé sont aussi amenés par vous dans les projets? Alors, pas nous directement, mais en tout cas, ça arrive, je sais, sur certains projets qui notamment font appel aux entreprises des territoires. Là, pour le coup, les collectivités font appel, oui, c'est ça, aux entreprises et au secteur privé pour pouvoir avoir des financements. Ouais, complètement. D'accord, merci. Alors, il y avait une question là-bas, juste avant la vôtre. Pardon. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est donc Corinne Lajarge du CIEDEL. J'ai participé à l'étude ACTER qui avait été menée par la CIRMA, donc le réseau des réseaux régionaux multi-acteurs, en 2023, donc dans 9 régions françaises. Et j'avais piloté celle faite par ESACOP pour la région Rhône-Alpes. Donc en fait, en termes de financement, ce qu'on a découvert, c'est que on s'était étonné, les financements des collectivités étaient stables, mais ce qui avait changé, c'était le modèle de financement, c'est-à-dire qu'en fait, elles avaient plus recours à des cofinancements qu'à leurs fonds propres, parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup de collectivités qui votaient, qui menaient des projets sur leurs fonds propres, et là, donc les financements étaient stables, mais avec une plus grosse recherche de cofinancement, en fait. Donc une diminution de leur autonomie, il y a tout à fait une autonomie politique dans la menée des projets, mais dans la dimension financière Alors, donc ça date de 2023. Maintenant, il y a le contexte 2024-2025 et les incertitudes budgétaires françaises. Donc, évidemment, elles sont déjà datées, même si elles sont très récentes. Et c'était 9 régions françaises. Pardon, merci. Mais peut-être rapidement en complément, quand on participe au comité de sélection des appels à projets, notamment du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, là c'est vrai que sur les deux dernières années, on constate que les collectivités, quand elles déposent un projet, elles y vont rarement seules. Globalement, il y a toujours soit elles travaillent avec d'autres collectivités, donc elles s'associent à plusieurs sur un projet, ou alors il y a d'autres associations qui sont parties prenantes du projet. Que ce soit en France ou des associations locales dans le pays partenaire, et pour avoir justement soit de l'appui technique, soit des apports en termes de cofinancement. C'est rare de voir une collectivité qui fait vraiment de la coopération bilatérale, disons, avec une autre collectivité partenaire. Maintenant, vraiment, il y a de la mise en commun des ressources qui est de plus en plus présente dans les projets qui sont déposés.
Bonjour, merci pour cette table ronde. Du coup, j'ai 2 questions. Je viens du milieu associatif, donc le monde des collectivités territoriales, c'est assez nouveau. La première question porte sur votre financement d'école au sein de Cité Unifrance. Donc, si j'ai bien compris, ça vient financer des réflexions stratégiques de collectivités territoriales. Et du coup, je me posais la question je suis curieuse en fait de savoir sur quel type de stratégie, sur quel type d'enjeu les collectivités territoriales souhaitent travailler. Est-ce que c'est vraiment très orienté projet et du coup se faire accompagner dans la construction d'un projet ou voilà ce genre de choses, ou si au contraire c'est plutôt au niveau du fonctionnement du service de coopération internationale de l'organisation. Et donc du coup, est-ce qu'il y a des enjeux très précis qui sont abordés comment on peut retrouver du coup dans ce genre de réflexion stratégique au sein d'associations qui vont prendre des prismes très précis. Donc ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, ça porte sur le volet EXI, donc éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. J'étais très surprise de voir le nombre de volontaires qui viennent en France, donc j'imagine des volontaires de réciprocité. Et donc du coup, ça implique qu'il y a beaucoup de projets d'EXI, de ce que je comprends un peu à travers les lignes, qui sont portés par les collectivités territoriales. Et du coup, je me demandais un peu la part que ça représentait. On met souvent en avant donc des projets qui se déroulent entre collectivités dans le cadre de projets de coopération. Mais du coup, je me demandais la part que prend l'EXI dans tout ça. Merci. Alors, sur le décolle, donc nous, en fait, on va Cité Unifrance va cofinancer le décolle. Ça dépend pour les collectivités qui sont adhérentes à notre réseau ou pas. J'ai plus les chiffres en tête exactement, mais pour les collectivités adhérentes à notre réseau, on cofinance, je crois, jusqu'à 80% de l'accompagnement, et c'est moins pour les collectivités qui ne sont pas adhérentes à Cité Unifrance. Et sur le type d'accompagnement, ça dépend vraiment en fait des demandes des collectivités. Ça peut être vraiment une réflexion très précise sur un projet en particulier, parce que le projet, peut-être qu'il arrive à son terme et qu'il y a une volonté de redéposer une nouvelle demande de financement pour poursuivre le projet. Donc ça peut peut-être être une réflexion sur comment poursuivre le projet. Ça peut être un accompagnement très spécifique pour le dépôt d'une demande de subvention ou de cofinancement. Donc ça, c'est vraiment des demandes plutôt ciblées. Mais après, il y a aussi des réflexions très globales sur la stratégie internationale de la collectivité. Par exemple, une collectivité qui se lance un peu dans la coopération internationale et qui peut avoir un accompagnement sur comment structurer son service, comment peut-être mettre en relation les différents services de la collectivité pour avoir une stratégie intégrée avec d'autres services, typiquement les services jeunesse qui sont souvent impliqués, les services eau et assainissement. Donc voilà, ça peut faire partie de l'accompagnement. Ou alors une refonte complète de la stratégie internationale. Souvent, là, ce qu'on constate, c'est d'intégrer dans la stratégie des relations internationales la dimension climat. Et donc, il y a de plus en plus d'accompagnements qui se font sur cette stratégie-là pour pouvoir mettre en œuvre des projets qui sont avec un impact moindre, en tout cas, sur le climat. Sur l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, l'EXI, évidemment, et c'est tout le sens d'ailleurs de l'action de France Volontaire, l'État est très intéressé par ces enjeux d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Les associations, comme engagées et déterminées, sont très intéressées par ces enjeux et mobilisées, mais les collectivités territoriales ne vivent pas à l'extérieur de ces enjeux d'EXI. Et donc, quand une collectivité souhaite mettre en œuvre un projet qui mobilise un volontaire, les enjeux d'EXI à l'intérieur de leur territoire fait partie des premiers sujets qui viennent à l'esprit des élus et des services techniques. Avoir un volontaire qui vient d'Équateur et qui peut expliquer quelle est la réalité de son pays, sensibiliser sur la différence culturelle,
sur les enjeux de réchauffement climatique, d'adaptation à ces phénomènes globaux, qui peut aussi donner à voir la richesse de la différence culturelle. C'est quelque chose qui est très riche dans la mise en œuvre de projets d'EXI à l'échelle du territoire. Et donc très souvent, une commune va avoir l'idée de faire travailler les volontaires dans le réseau des écoles. Les départements vont très souvent mobiliser des volontaires en réciprocité dans le réseau des collèges, les régions dans le réseau des lycées, et beaucoup mettent à disposition au sein d'associations du territoire qui vont aller au contact des populations pour incarner cet EXI, puisqu'évidemment il y a tout un réseau d'outils qui permettent de mettre en œuvre et de sensibiliser et d'aller vers. La rencontre avec des personnes qui viennent d'autres pays, d'autres continents, c'est un moyen extrêmement puissant de rapprocher. On en a parlé lors des dernières rencontres d'engagés déterminés. Et ça a la possibilité aussi, assez souvent les volontaires sont jeunes, donc d'avoir un échange de pair à pair entre jeunes qui ont les mêmes préoccupations. C'est aussi, j'ajoute, pour les collectivités territoriales, on l'a mentionné, dans un contexte de tension sur les financements publics, de permettre d'avoir une traduction concrète incarnée sur son territoire, à la fois parce qu'un volontaire qui vient de Savoie peut partir à l'international, ou d'ailleurs, mais aussi parce qu'on a la possibilité de rencontrer dans le territoire des volontaires qui viennent sur un projet de coopération au plus proche des populations du territoire. Donc c'est aussi très demandé par les collectivités aussi. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Donc Pascal Punière, je suis ingénieur en génétique et disponible en ce moment. Et ma question s'adresse à Isabelle. Dans votre projet, comment recrutez-vous des différents acteurs qui sont impliqués, qui seront impliqués? J'imagine que, par exemple, le contrôle des eaux usées, en tout cas des eaux utilisées à terme dans l'hôpital, nécessite des contrôles. Est-ce que, par exemple, vous avez sollicité des acteurs scientifiques dans votre projet? Alors, pour l'instant, pas encore, effectivement, parce qu'on n'est pas encore dans le concret. Là, on n'a pas réceptionné d'installation ou très peu, juste celle du forage. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'entreprises locales qui ont participé aux travaux. Contrôle, ça, je ne saurais pas dire. C'est une question que faudrait que je pose également. Pour l'instant, ouais, c'est essentiellement des entreprises locales qui ont fait en tout cas les premiers contrôles. Il y a eu des analyses qui ont été, c'était également fait sur place. Alors pas à Konolinga même, mais envoyé à des laboratoires avec des experts à Yaoundé, à la capitale. Mais pour l'instant, énormément de choses ont été faites sur place. Vous pensiez à des contrôles sur les paramètres physico-chimiques des eaux de sortie ou des choses comme ça? Ok. Alors pour l'instant, dans ce domaine-là, ça a été essentiellement des acteurs locaux et drivé par l'entreprise Hydratec, qui est notre expert en eau et assainissement sur le projet. Et moi, par exemple, étant disponible actuellement, si je veux m'investir dans ce type de projet en tant que volontaire, comment on s'y prend? Faut se manifester dans quel organisme, etc. Alors, très bonne question, je ne l'ai pas encore eue, mais je pense que oui, il faut nous soumettre la question. Après, moi, je suis vraiment technicienne sur l'eau et l'assainissement, donc je n'ai pas forcément tous les éléments de réponse, mais on travaille avec Corail, comme je disais, qui est vraiment l'architecte et l'organisateur du projet, de par sa compétence à l'international et sa connaissance du monde des collectivités. Donc, il permet de réunir les deux côtés, les deux bords. Et je pense que au niveau de l'association, ils ont les réponses. Et après, c'est vrai que
comme la première question qui m'était posée, comment est-ce que tous les acteurs rejoignent le projet, ça se fait vraiment au fur et à mesure. Alors, je dirais plus étape par étape quand même, parce qu'une fois qu'une étape est bouclée, on est conditionné par un contrat, un carcan un peu administratif, et on intègre à l'étape suivante des nouveaux acteurs, des nouvelles entreprises, via les appels d'offres, etc. Mais sur cette partie pure des contrôles, je ne saurais pas vous dire, mais voilà, je dis tout est possible. Je poserai la question, je prendrai votre contact. Si vous souhaitez vous engager dans d'autres projets que celui-ci, qui est excellent, hein, évidemment, mais il y a d'autres projets, c'est vrai que le volontariat, et notamment le volontariat de solidarité internationale, est un volontariat de compétences, dans lesquels des compétences telles que les vôtres sont très attendues par les partenaires, à la fois locaux et français qui s'associent. Donc je ne peux que vous inciter à aller regarder sur le site de France Volontaire, où vous allez trouver des offres de missions qui peuvent correspondre à vos compétences qui sont recherchées. Et si la ville d'Annemasse, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet, souhaite mobiliser des compétences telles que les vôtres dans un modèle de volontariat de solidarité internationale, il est aussi possible que vous rejoigniez la dynamique territoire volontaire pour créer des postes de volontaires qui pourraient correspondre au profil de monsieur ou à d'autres en fonction des besoins identifiés dans le projet. Évidemment, n'hésitez pas, et pour celles et ceux qui souhaiteraient aussi, avec d'autres compétences ou simplement par la motivation, regarder sur le site de France Volontaire, vous avez beaucoup d'offres de missions, aussi un quiz d'orientation pour vous permettre de déterminer en fonction de votre âge, de votre temps, quelle mission peut correspondre à vos profils. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de France Volontaire. Complément à ce que Yann disait, effectivement, c'est une dimension dont on a parlé, le volontariat. Alors, on m'avait parlé de 2 types de volontariat différents selon par qui ils étaient portés. Enfin, c'était l'organisation. Mais donc, voilà, vous avez dans le programme Territoire volontaire, vous avez 2 dispositifs. Le service civique, donc c'est un volontariat d'engagement, de motivation jusqu'à 25 ans pour des missions de 6 à 8 mois. Qui vont être beaucoup sur des questions de communication, sensibilisation, EXI, qui permettent d'aller au plus proche des populations et d'animer la coopération, de mettre en place des actions. Par exemple, on fait beaucoup de services civiques sur la sensibilisation aux gestes durables vis-à-vis des populations locales, etc. Et le volontariat de solidarité internationale, qui lui est un volontariat de compétences, qui n'a pas de limite d'âge tout au long de la vie, et sur lequel on va demander des compétences spécifiques qui sont utiles au projet. Comme c'est un volontariat et pas un travail, vous recevez une indemnité, et la part d'engagement que vous mettez dans le projet correspond au sens du projet, qui est co-construit toujours entre les partenaires. C'est pas Annemasse qui doit déterminer, mais c'est évidemment en lien avec les partenaires sur place, en quoi un volontaire pourrait être utile à la mise en œuvre concrète du projet. Et les 2 sont ouverts à la réciprocité, donc à la fois d'accueillir en service civique des jeunes qui viennent des pays de la zone de coopération, ou des volontaires de solidarité internationale, donc avec des compétences spécifiques qui peuvent être utiles dans la mise en œuvre du projet. Alors, il y avait une question juste ici, si vous permettez. Bonjour. Au fait, j'ai des questions. La première, c'est par rapport au projet d'Annemasse. C'est quelle ville? Peut-être que vous l'avez dit, mais ça m'a échappé. Et l'autre, ça sera par rapport à la France Volontaire. J'ai 2 connaissances qui ont fait le même projet et ils ont eu des expériences différentes. Donc, le premier, il disait qu'il devait gérer un projet et qui n'a pas été le cas. Et les 2 seconds, ils ont eu un bon retour par rapport au même projet. Est-ce dû à un problème de communication ou de votre part, ou peut-être de la part de l'autre personne? Merci, je vais répondre à la première question. Ça concerne la ville d'Akonolinga, qui est légèrement au sud-ouest de la capitale Yaoundé. Au sud-est, pardon.
Et alors, évidemment, je ne connais pas le projet en particulier. Il y a 1700 volontaires français qui partent à l'international en VSI chaque année, à peu près autant de services civiques. Il y a d'autres dispositifs, les chantiers, etc. Il y a à peu près 5000 Français qui sont accompagnés chaque année et 500 internationaux qui viennent en France dans les projets. On ne peut pas exclure que sur cette masse-là, il y ait des missions qui se passent plus ou moins bien. Nous, notre mission, c'est d'accompagner au maximum pour que ça se passe bien, c'est-à-dire bien préparer la mission, bien préparer le volontaire, bien l'accompagner pendant, bien préparer son retour. Enfin, il y a toutes ces étapes-là. Après, le fait que parfois ça puisse ne pas bien fonctionner, c'est aussi inévitable. Je ne connais pas votre ami en question, donc je ne peux pas vous dire si c'est la faute de France Volontaire, de la structure, du volontaire lui-même, mais on pourra en parler après si vous le souhaitez. En tout cas, nous, notre mission, c'est de veiller à ce que ce genre de situation où ça se passe moins soit le plus rare possible et qu'on trouve toujours des solutions pour accompagner les volontaires pendant leur mission. Oui, bonjour. J'avais une petite question. Je m'appelle Michela Maccabroni, je travaille pour une organisation humanitaire genevoise et, qui travaille dans l'Éthiopie, Irak, Syrie, normalement dans les zones de conflit, mais qui sont en train de... Bon, il y a toujours des zones un peu tranquilles. Donc ma question, c'était pour France Volontaire, que, désolée, je ne connaissais pas, mais je viens de l'écouter, de savoir maintenant. Nous, en général, on a des fois un peu du mal avec les volontaires, mais on voudrait vraiment s'ouvrir un peu plus, surtout avec les missions sur le champ, sur le terrain. Donc, je voulais savoir si France Volontaire, j'ai vu que dans la map, ne travaille pas dans notre pays, si c'est ouvert à des collaborations aussi avec des autres organisations pour envoyer en mission de volontaires. Merci beaucoup et très heureux, vous ne connaissiez pas France Volontaire, c'est pour ça qu'on est là. Donc, vous dire peut-être pour commencer qu'on a l'expérience de travail avec des structures suisses et des communes suisses. On travaille notamment avec la ville de Lausanne depuis très longtemps sur la mobilisation du volontariat dans les projets qui sont à l'international. Sur les différents dispositifs dont je vous parlais, on va travailler sur le zonage du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous savez que le centre de crise et de soutien du ministère publie des cartes qui permettent de déterminer dans chaque pays des zones en fonction de la conflictualité, des risques, etc. Donc les volontaires en service civique ne peuvent pas être envoyés dans les pays s'ils ne sont pas catégorisés zone verte ou zone jaune. Les volontaires de solidarité internationale peuvent être envoyés dans les zones oranges. Les zones rouges, par contre, ne sont pas ouvertes aux volontaires. Donc, sur le cas de l'Irak, qui vient d'être récemment repassé en zone orange, ça veut dire qu'on peut envisager de travailler sur la mobilisation de volontaires, y compris dans des pays où nous, on n'est pas. France Volontaire va être implantée dans les pays où il y a le plus de volontaires, où il y a le plus de dynamique, où il y a le plus de capacité à développer, mais il y a des volontaires dans des pays... dans une centaine de pays du monde, vous avez des volontaires. Donc on peut travailler ensemble. La Syrie, c'est pas encore possible. L'Irak, c'est repassé orange, donc pourquoi pas. Il y a eu des volontaires dans l'histoire. Et vous m'avez dit le troisième pays ? Éthiopie, c'est délicat, je crois qu'on est encore dans des zones rouges. Mais ça vaut le coup en tout cas qu'on échange pour voir comment on peut mobiliser en soutien à vos projets, en quoi ça pourrait être utile, la réciprocité qui peut être aussi envisagée. Est-ce que ça peut être utile pour vous de faire venir des volontaires de ces pays pour animer la coopération, vos actions depuis la Suisse? En tout cas, on peut en parler. 1 minute, je pense que ça veut dire que c'est fini. Je pense qu'on va devoir... Bon. Merci. Bonjour, Violaine Durand, je fais partie de l'école 3A. Je suis actuellement en fait en master organisation et solidarité. Management, organisation et solidarité plutôt. Et en fait, donc j'ai aussi un petit peu découvert France, je ne me rappelle plus du nom, France Volontaire. J'ai vu un petit peu les différents profils qu'il y avait et les nombres. Et ce qui est intéressant, c'est justement, on n'arrête pas à un âge. Parce qu'on sait qu'en France, on est un petit peu ça. On n'aime pas trop. Dès qu'on passe 35, ça y est, il n'y a plus rien. Et voilà, moi je suis en reprise d'études et je fais pendant 9 mois, donc du coup c'est le Master MOS. Et je voudrais savoir si dans France Volontaire aussi, est-ce que vous cherchez des alternants ou est-ce qu'il y a des choses qui se font aussi, parce que des fois on n'est pas au courant non plus,
on n'est peut-être pas forcément dans le volontariat directement, mais est-ce que vous connaissez aussi des partenariats, des organisations qui pourraient être intéressées? Merci beaucoup. Donc 15 secondes. École 3A, on a eu des contacts. Et effectivement, ça s'est un peu espacé. Il faut qu'on reprenne parce que vu votre profil, il faut que vous connaissiez le volontariat dans votre parcours. Hein. C'est une des options, pas la seule. Tous les âges, oui, c'est très important parce qu'effectivement, même à 35 ans, mais même largement au-delà. Hein, moi, j'ai rencontré cet été, j'étais en Inde, il y avait une volontaire qui avait 23 ans, VSI, et une qui avait 67 ans. Et après tout, c'est possible. Sur l'alternance, bon, il faut voir les postes qui sont ouverts. Hein. Évidemment, on est structure publique, donc quand il y a des contrats en alternance qui sont ouverts, on les publie. Et la même chose dans le secteur, il y a des associations de membres de France Volontaire qui publient des offres d'alternance. Après, c'est une très bonne occasion aujourd'hui et demain pour rencontrer beaucoup de monde. Donc merci d'être ici.